Donc bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Donc je m'appelle Ambeline Or et j'ai écrit le livre J'achète moins, je vis mieux, c'est parti, donc qui est paru il y a quelques temps aux éditions Jouvence. Et comme vous l'a expliqué brièvement Camille, c'est un guide pratique, tout simplement, qui permet dans un premier temps de retrouver sa santé et surtout de désencombrer son quotidien, en fait. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'en suis venue à tout ça. Et voilà, je vais vous partager les grandes lignes de tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années. Pour comprendre la genèse un peu de ce livre-là, il faut que je vous explique comment j'en ai eu l'idée et d'où je viens. Moi, je suis nantaise. J'ai grandi dans une famille un peu spéciale, puisque chez moi, on mangeait bio, écolo, bien avant que ce soit tendance d'avoir de l'alfalfa sur sa laitue. J'ai une maman qui est dans le bien-être depuis X années. J'ai un père qui est ostéopathe. J'ai jamais vu de médecin de ma vie. J'ai mangé à peu près tout ce qu'il y avait dans le jardin étant petite. On avait un potager. Chaque fois qu'on avait un bobo, les rares fois où on en a eu, on se soignait avec les plantes du jardin. Bref, j'ai eu une enfance un peu différente. Voilà. Chez moi, il n'y avait pas de chips goût poulet rôti, il n'y avait pas de surimi, il n'y avait pas de Nutella, de choses comme ça. Voilà. Et c'était bien dommage parce qu'on a jamais pu louper l'école. On a pourtant bien essayé, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc voilà. En grandissant, j'ai fait comme tous les ados, j'ai emmerdé la terre entière. Voilà. Je suis partie faire des études à Paris de communication en pensant que j'allais révolutionner l'agriculture biologique, que j'allais aider à l'engouement de l'agriculture biologique, que grâce à moi, les agriculteurs seraient mieux rémunérés, qu'il y aurait le bio pour tout le monde dans les cantines, machin. J'en suis revenue. Voilà. Et puis, comme beaucoup d'étudiants, j'avais pas de sous. Mais je sortais énormément. J'ai dévalisé les rayons d'Ikea comme tout le monde. Je participais aux soldes à chaque fois que c'était possible. J'avais une immense télé dans mon salon. Enfin bref, mais j'avais pas de sous. Et quand venait le moment d'aller faire ses courses en supermarché, j'achetais les produits bas prix. J'achetais les produits bas prix parce que, voilà, question de priorité. Hein. On ne peut pas avoir une méga télé, remplacer son smartphone tous les 6 mois et puis à côté de ça, avoir une alimentation convenable. Enfin, avoir le budget pour, en tout cas. À cette époque-là, j'étais malade pour un oui, pour un non. J'avais des sautes d'humeur hallucinantes et j'avais un moral un peu comme ça, en dents de scie. Au bout d'un moment, donc je suis restée 10 ans à Paris, j'ai fait j'ai fait mes études, après j'ai trouvé un boulot à milieu de mes convictions, etc. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu assez de Paris, je me suis dit ok, ça suffit, je prends mes affaires, je prends mon sac à dos et puis c'est bon, on s'en va. Et donc pendant un an, avec un ami cher, on a monté un projet écologique et pendant un an, on est parti sac à dos et valeurs en bandoulière, sillonner les routes du Canada jusqu'au Salvador. Sauf qu'avant de partir, je me suis confrontée à un problème de taille. Comment je fais pour faire rentrer ma vie entière dans 40 litres ? Comment c'est possible ? Sachant que vous savez comment ça se passe. Il y a une première crémaillère, on vous offre un appareil à gaufres, les potes se ramènent avec le fût à bière ou les trucs comme ça. Bref, on a tout un tas d'ustensiles divers, aussi divers, variés et inutiles, qui finissent par remplir et qu'on entasse dans un coin de la cuisine et dont on sert approximativement 2 fois dans l'année. Et voilà. Et donc là, la question, c'était, là, en termes de fringues, concrètement, comment je fais ? Sachant que du Canada jusqu'au Salvador, je ne sais pas si vous voyez, mais au Canada, il fait approximativement moins 30. Et au Salvador, il fait approximativement plus 45. Donc, comment je fais pour mettre mon dressing dedans, sachant qu'il faut que je traverse les 4 saisons, tout ça, les moon boots, machin, comment je fais pour rentrer tout ça ? Bon.
On est parti pendant 1 an, on avait un projet écolo, comme je vous le disais, on a essayé de répertorier sur notre site tous les projets respectueux de l'homme et l'environnement qu'on a trouvés en route. Donc pendant toute l'année, on a fait du troc de compétences, on a participé à plein de projets, on a fait plein de trucs un peu loufoques, je dois dire. Et ce voyage-là m'a permis de me rendre compte d'un truc, c'est que peu importe où on va, qu'il s'agisse du Canada, donc qui est quand même un pays où en termes d'hygiène de vie, comparé au Salvador, c'est quand même pas trop mal. Peu importe où on va, les gens ne savent pas manger. Alors oui, désolé, dans l'inconscient collectif, bien manger, ça veut dire manger de la salade. Bon, chez moi, c'est manger des brocolis. Rassurez-vous, je ne force personne à manger des brocolis. On est d'accord. Donc, personne ne sait s'alimenter correctement. La preuve en est, quand on s'intéresse aux chiffres, par exemple, de l'OMS, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on meurt plus de trop et de mal manger que de sous-nutrition. Je ne sais pas vous, moi, ça me pose un problème, ce genre de chiffres. La deuxième chose, c'est qu'on passe notre temps à dire « j'ai pas de sous, j'ai pas de sous, j'ai pas de sous, j'ai pas de sous ». Mais par contre, on a toujours des sous pour dépenser pour des trucs hyper futiles, hyper secondaires, hyper annexes. Et la dernière chose, c'est que l'alimentation qu'on consomme, elle pollue l'environnement, elle nous pollue nous, et du coup, ça amène des problématiques derrière qui sont elles aussi problématiques. Et surtout, la combinaison de ces 3 choses-là, ça nous amène hyper loin de ce qui est, à mon sens, le bonheur. Mais on en parlera après. Alors, ça, c'est pour mettre un petit peu de sens dans son quotidien. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une définition de la consommation ? Alors, j'ai une deuxième choupette, là. Je vais la faire passer parmi vous, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un a une petite idée ? Il peut y avoir plusieurs aspects. Hein. Soyez pas timide, j'ai arrêté de manger les gens. Non ? Ah si. Alors je vais vous demander un petit coup de main pour faire passer les... Super, merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, consommation, pour moi, c'est consommer de façon responsable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de façon responsable ? En pensant à toute la chaîne, du début jusqu'à la fin, et surtout de se poser la question si c'est bon pour moi, c'est bon forcément pour l'environnement. Enfin, pour moi, c'est ça, en fait. Ah, ça me va bien comme définition, ça. Quelqu'un veut compléter ? D'accord, pas tous en même temps. Hein. La consommation, c'est comment utiliser son pouvoir d'achat à bon escient pour soi d'abord, pour sa santé à soi d'abord. Parce que bon, si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Hein. Donc pour soi d'abord, et pour participer à un quotidien qui soit plus vertueux, plus sain, plus juste. C'est ça la consommation. Dans le livre, j'ai commencé par l'alimentation, parce que l'alimentation, à mon sens, c'est le pilier de la santé. Quand je dis ça, généralement, les gens ils me disent « Ouais, mais attends, avec ton alimentation saine, là, t'es mignonne, mais ça coûte une blinde. » Ok. Moi, je me suis aperçue d'un truc, c'est un cercle vicieux. Admettons, vous commencez par manger, comme moi avant, typiquement, les produits de la marque Pouce, ok ? Les trucs vraiment crado, hein, on peut le dire. Hein. Voilà. Vous commencez par manger ça. Donc du coup, le budget que vous avez à alimentation, a priori, il n'est pas bon, c'est pas exorbitant, ok ? Sauf que petit à petit, vu que nutritionnellement, ces produits-là, ils vous apportent strictement rien, au fur et à mesure, le corps peine à puiser les ressources dont il a besoin pour assurer ses fonctions. Ce qui fait que plus ça va aller, et plus vous allez développer des troubles. Ça peut être des troubles digestifs, des troubles respiratoires, ou la grippe que tout le monde a chopé cet hiver, ou n'importe quoi, ou des diabètes, ou n'importe quoi, ou de la fatigue, parce que tout le monde est crevé. Tout le monde est crevé. Voilà. Vous faites quoi ? Vous allez chez le médecin. Première dépense d'argent. Première dépense de temps aussi, accessoirement. Le médecin, bon, remarquez, le médecin, il vous prend 10 minutes. Hein. Une fois que vous sortez de chez le médecin, vous allez à la pharmacie. D'accord ?
Pharmacie, deuxième dépense d'argent, deuxième dépense de temps. Okay, avec le temps, les médicaments vont faire leur boulot et les maux vont être soulagés. Le problème, c'est que vu que la problématique de base n'a pas été solutionnée, on est reparti en fait, puisque vous consommez toujours de la même façon. Ça, c'est le cercle vicieux dont je vous parle. La consommation, c'est... En fait, si vous voulez, c'est... On s'aperçoit, quand on fait le constat de ce cercle-là, que l'argent, finalement, que vous ne dépensez pas dans une alimentation saine, vous la dépensez chez le médecin qui, lui, va s'occuper de votre santé. Je ne sais pas vous, mais moi, ma santé, elle est trop précieuse pour que je la confie à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première des choses. Alors, la consommation, comment ça se passe en pratique en supermarché? Alors, il y a plusieurs questions à te poser. Évidemment, comme en temps normal, quand vous faites vos courses, se pose la question du prix, le rapport qualité-prix. Il est bien évident que je n'ai pas envie de payer 6 €, 3 fraises. On est bien d'accord. À cette question que tout le monde se pose classique, vient se poser la question de l'emballage. Est-ce que vous savez, par exemple, si je vous parle d'emballage et de suremballage, à quel produit vous pensez? Là, comme ça, spontanément. Un produit suremballé, systématiquement. Les biscuits? Ok, je prends les biscuits parce qu'elle était devant et du coup, je l'ai entendu plus facilement. Les biscuits. En ce moment, c'est la grande mode des bocaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout le monde veut avoir des bocaux dans sa cuisine parce que c'est vachement sympa. Ok? Alors, on achète des biscuits en grande surface. Le prix du biscuit, le prix du paquet de biscuits, dans le prix, là, vous comptez entre 15 et 40%. Ça, c'est attribué à l'emballage. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, vous enlevez le papier carton, vous enlevez le blister, vous enlevez la barquette en plastique, vous mettez vos petits biscuits dans les bocaux, etc. Vous mettez ça à la poubelle. Vous prenez des sous, vous les mettez à la poubelle. C'est pareil. Juste faites-vous la remarque la prochaine fois que vous irez au supermarché et que vous verrez un truc hyper emballé. Demandez-vous combien vous payez pour les emballages. Donc ça, c'est la question à se poser. Se pose aussi la question de bio ou pas bio. Alors, je suis d'accord, il y a un bio à 2 vitesses. On est bien d'accord. Il y a les bio, les vrais, et il y a les bio qui sont là pour faire des sous. On est entièrement d'accord. Sauf que, à l'heure actuelle, manger bio, là je mets de côté l'agriculture raisonnée, hein. Manger bio en supermarché, c'est moins pire que manger les produits classiques qui sont proposés en supermarché. Pourquoi? Parce que la France est premier consommateur européen de pesticides. Les pesticides, c'est un perturbateur endocrinien. Est-ce que vous savez ce qu'est un perturbateur endocrinien? Oui? Non? Bof? Non? Peut-être? Oui? Vous êtes vachement doués, hein? Attendez. Merci, c'est gentil. Je pense que ça touche essentiellement les glandes et les hormones. Ouais. Alors, je vais compléter... c'est ça. Je vais compléter le... Vous pouvez refaire passer... Le... C'est un peu chiant, là, je vous hein. Merci. Alors, un perturbateur endocrinien, c'est une substance de synthèse chimique qui sème la zizanie dans le système hormonal. La problématique, c'est que si on sait qu'un pesticide peut, à la longue, engendrer des problématiques type cancer, malformation génitale, enfin toutes les choses dont on a entendu parler dernièrement, on ne sait pas mesurer l'effet cocktail. Des perturbateurs endocriniens, il y en a partout, au quotidien. Il y a des pesticides, il y a du bisphénol, il y a tout ce qui est... tout ce qu'on trouve dans les cosmétiques, tout ce qu'on trouve, il y a encore des tas de choses dans l'alimentation. Des perturbateurs, il y en a absolument partout. Et la problématique, c'est ça. C'est comment on fait pour mesurer l'effet cocktail. Donc, se pose la question du bio. Et en dernier, se pose la question de l'origine. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en supermarché, les produits bio, ils ont tous voyagé plus que moi. Généralement, ils viennent tous de Pétaouchnok. Ils sont tous méga emballés. Genre 2 avocats, il y a triple blister au-dessus. Voilà. Alors, est-ce que vous savez
Est-ce que vous connaissez la notion du bilan carbone? Est-ce que ça vous parle? Oui? Non? Toujours pas? Il faut y aller, hein? Non? Ok, très bien. Le bilan carbone, c'est, je vous la fais rapide, hein, c'est l'énergie qu'il a fallu du point A, du moment où on a pensé concevoir le produit, à la fin. Toute l'énergie en fait qu'il a fallu. D'après vous, quel est le produit qui remporte la palme du bilan carbone élevé? D'après vous? Le gigot? Non. Non plus. La consommation de la viande. Ça aurait pu, mais non. Cela dit, on n'est pas loin. Mais non. Là? La banane? Non plus. L'ananas? Non plus. L'avocat, ça a déjà été dit. Le chocolat? Non. Non plus. Le jus d'orange, le lait non plus, non. Le café non plus. L'huile de palme? Non plus. Oui, ça se mange. Et vous adorez ça en plus. Non, le coton, ça se mange pas. Oui? Le lait, non. Le grand vainqueur, le number one, non, toujours pas. Je pense qu'il y en a un qui commence à avoir faim. Non, non plus. La palme revient en fait, tadadam, au pot de yaourt avec les morceaux de fraises dedans, qui parcourt de A jusqu'à Z aux alentours de 9000 km. Pour tout, imaginez, du moment où on a commencé à nourrir les vaches, machin, nanana, pour le lait, nanana, nanana, à la conception du pot de yaourt, au moment où vous êtes allé, je vous la fais hyper rapide, hein, au moment où vous êtes allé chercher le yaourt au supermarché, rentrer chez vous, ôter l'opercule, le manger, le mettre à la poubelle. 9000 km. Voilà. D'où la question de l'origine. Alors, généralement, quand je dis ça, on me dit oui, mais attends, parce que bon, moi je veux bien me poser toutes ces questions-là, mais ça veut dire que concrètement, à chaque fois que je veux vouloir acheter un truc, il va falloir que je passe 10 plombs dans le rayon pour savoir, alors celui-là, alors c'était quoi déjà la deuxième question là? Ouais, alors celui-là, non, ça je peux pas. Enfin bref, déjà, vous savez combien de temps on passe dans un supermarché? Par semaine? À peu près, environ? Trop? Ça me va comme réponse. 2h45 hors trajet. Par semaine. C'est fou quand même. Alors, on me dit généralement qu'on n'a pas le temps. Mais voilà, on a du temps. En fait, c'est une question de priorité. On n'a pas le temps de se poser les bonnes questions, etc. Mais par contre, on a du temps pour liker la photo du pote qui était sur Facebook, comme ça, complètement arrachée, voilà. On a du temps pour mater des séries à la télé. On a du temps pour des trucs qui sont complètement obsolètes. Mais on n'a pas le temps de faire ses courses aux beaux endroits, de se poser des questions, de cuisiner, etc. C'est une question de priorité. J'ai jeté un froid, désolé. Oh. Alors attendez, parce que vient le moment qu'on attend tous. La solution. Tatin, merci. La solution est hyper simple, déserter les supermarchés. Tadam! Pourquoi ? Parce que les supermarchés, c'est avant tout un problème de qualité. L'offre qui est proposée par toute la grande distribution, j'ai un côté Jean-Pierre Coff, 1000 excuses, c'est de la merde. Voilà. Le problème de qualité, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà lu les étiquettes, mais à l'heure actuelle, ça relève plus de la chimie que de la cuisine. Combien de fois
on retourne un produit et on est là, c'est quoi ça? Déjà, une fois sur deux, on n'est pas foutu de le prononcer tellement il y a de syllabes. C'est la première des choses. Et après, il y a plein de machin, nanana, et personne ne sait derrière ça concrètement qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est la première des choses. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelques temps et qui m'avait vraiment marqué. Un livre de Christophe Brusset qui s'appelle « Vous êtes fous d'avaler ça ». Vous l'avez lu, ce bouquin-là? Ok. Je veux juste vous citer 2 petits exemples qui, moi, m'ont clairement vaccinée. J'étais une méga consommatrice de thé Lipton au réglisse. Ouais, hein. Non mais c'est le petit réglissement du soir. Voilà, il y en a qui boivent de la camomille. Moi, je buvais du réglissement. Voilà. Dans ce bouquin-là, en fait, Christophe Brusset, il a eu toutes les fonctions possibles et imaginables dans le monde de l'agroalimentaire. Il a été directeur d'achat, il a été trader, enfin bref, il a je sais pas combien de casquettes. Et en fait, dans ce bouquin-là, il explique les coulisses de l'industrie agroalimentaire et quelles sont les techniques en fait utilisées pour pouvoir rogner sur la qualité pour augmenter les profits, évidemment. Et donc, il y a parmi les exemples qui étaient cités, parce qu'ils passent au crible évidemment tous les trucs qu'on a tous chez nous, mais tous. Il y a un exemple qui m'a vraiment marqué. Le premier, c'est relatif au thé. Un jour, ils avaient commandé, je sais plus, je crois que c'est 2 ou 3 tonnes de thé en provenance de Chine. Okay. Ils reçoivent le lot. Petit contrôle de la DGCCRF. Okay. Et ils s'aperçoivent que dedans, il y a des pesticides, mais des doses de cheval. Un truc énorme. Les lots sont mis en quarantaine, ok, pour l'instant. Donc ça veut dire que pour l'instant, c'est des sous qui dorment. Là, on parle de millions d'euros, on est d'accord. Donc problématique pour la société. Et puis petit à petit, l'information fait son chemin, remonte dans les hautes instances, etc., jusqu'à ce que 2 semaines plus tard, les lots soient remis sur le marché, avec un petit mot en disant non mais en fait, là actuellement, on peut vraiment pas se mettre la Chine à dos économiquement. Donc vous écoulez ça sous les marques Lipton et compagnie parce que voilà, là c'est pas grave, on fait comme si on n'avait rien vu. Ça c'est la première des choses. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais bu de thé en sachet Lipton, ni n'importe lequel d'ailleurs. Ça c'est la première chose. Le deuxième exemple, c'est ils reçoivent une cargaison. Là c'est pareil, on parle de plusieurs tonnes aussi. Une cargaison de champignons. Ils ouvrent le lot, les champignons étaient bleus. Mais bleus, schtroumpf, quoi. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont subi comme traitement? Impossible de savoir. Devinez ce qu'ils ont fait pour les écouler sur le marché. Ils ont épluché. Non, ils n'ont pas épluché. En soupe, non plus. Ils les ont teints. Oh, vous seriez hyper doué dans l'industrie agroalimentaire. Non. Avec du colorant, non plus. Ils ont quoi? Ah, c'est une bonne idée aussi, j'aurais pas pensé. Non, c'est pas ça. Ils les ont vendus, ouais. Oui, si, ils les ont vendus, mais ils ont fait quelque d'autre d'abord. Replanter. T'as de l'imagination, hein? Non, ils les ont pas replantés. Tous ces champignons ont été frits et écoulés sur le marché hollandais parce que les Hollandais raffolent des légumes frits. Les gens n'ont absolument rien vu. Et on n'a jamais su, enfin eux surtout, n'ont jamais su ce qu'il y avait eu dans ces champignons, etc. Et personne n'a jamais remonté la moindre info en disant « mais qu'est-ce que je suis en train de manger ?» quoi. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que si à l'occasion vous croisez ce bouquin-là dans une bibliothèque ou je sais pas, ils l'ont peut-être ici, je vous encourage vivement à le lire. C'est une mine d'informations et après je vous garantis qu'on fait plus les courses de la même façon. Hein. Donc les supermarchés, donc la problématique de la qualité, ça je pense que tout le monde l'a bien compris. La problématique du prix, je vous parlais des emballages tout à l'heure, voilà. Reste à voir enfin voilà, il y a aussi une autre chose, c'est le temps qu'on passe dans les supermarchés. Et la dernière chose, c'est que accessoirement les
les supermarchés asphyxient les producteurs. Et ça, nous, en tant que consommateurs, c'est pas acceptable, c'est pas possible, c'est pas gérable. On peut pas cautionner une chose comme ça. La solution, c'est les circuits courts. Il n'y en a pas 36 000, c'est celle-là. Vous avez la chance à Bordeaux d'avoir un maximum d'initiatives qui se mettent en place. Je pense à la Supercoop, je pense à la Recharge. Vous devez avoir des Day by Day aussi dans le coin. Et vous avez surtout un lieu comme ici où si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, il y a toujours des gens qui vous répondent ou qui vous mettent sur la voie d'initiative ou qui vous mettent en relation ou quoi que ce soit, etc. Bref, et dites-vous que les questions que vous posez, il y a sûrement d'autres gens qui se les posent, donc n'hésitez pas à venir les poser. L'intérêt de faire ces courses en circuit court, c'est que déjà, on se fait plaisir parce qu'on retrouve des produits qui ont véritablement du goût. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on économise vachement de sous parce qu'on s'affranchit de tous les emballages, etc. Donc ça nous permet vraiment d'acheter la juste dose, ce qui nous permet aussi d'éviter le gaspillage alimentaire, etc. C'est quand même des choses qui ne sont pas négligeables. Vous participez au développement de l'économie locale. À l'heure actuelle, je pense que c'est un critère qui est plus qu'important. Bref, ça a que des avantages de passer par les circuits courts. Ah, et accessoirement aussi, vous rencontrez plein de gens. Parce qu'évidemment, et puis ça peut devenir des copains, on peut aller boire des bières ensemble, et puis après c'est... Voilà. Des bières locales, ouais, des bières locales. Alors... Une fois qu'on a retrouvé la santé, qu'on fait attention à ce qu'on mange, qu'on essaie de prendre un petit peu plus le temps de cuisiner, tout ça, et qu'on va mieux, qu'on est mieux dans ses baskets, qu'on est plus alerte, plus disponible, plus créatif, on est en mesure de s'intéresser à son environnement, à son entourage. Cet adage-là, vous le connaissez sûrement, c'est pas le moi, c'est l'adage de Bea Johnson. C'est refuse, reduce, reuse, recycle and rot. Donc c'est refuser. Alors je vous explique. Dans le livre, moi ce qui m'intéresse c'est le zéro déchet. J'ai vu un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Trashed. Il passe le 20 avril à la Maison éco-citoyenne. Vous êtes super invités à venir le voir et moi je vous le conseille vivement. Alors, ce film-là, c'est un film documentaire, en fait, et qui qui nous montre, en fait, l'impact de notre société du tout jetable sur l'environnement. C'est dramatique. C'est dramatique. Alors oui, je sais que, et je suis la première à le dire, oui, les documentaires comme ça, c'est hyper anxiogène, machin, nanana. Oui, sauf que là, il y a urgence. Et que nous, Français, tant qu'on n'a pas le nez dans la merde, on ne se rend pas compte que ça pue. Là, concrètement, en termes d'environnement, et il y a un copyright. Là, concrètement, en termes d'environnement, c'est véritablement ça. Dans ce documentaire, Trashed, on s'aperçoit que... Vous avez entendu parler du 8e continent, là, l'espèce de continent hyper crado, là, qui est tout plein de déchets, etc., de plastique, etc. Vous avez déjà entendu ça ? C'est une espèce de grosse plaque, en fait, qui est hyper épaisse, de tout plein de déchets, de bouteilles, de tout ce que vous voulez, etc., et qui est au large des États-Unis. Et ce qui est généralement tu dans les médias, c'est que des petits tourbillons comme ça, là, des petits gyres comme ça, il en existe 8 autres, un peu partout disséminés sur la planète. Et c'est une espèce de gros bouillon de confettis de plastique. Et c'est absolument dramatique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les études actuelles ont montré qu'aujourd'hui, dans l'océan, il y a 6 fois plus de plastique que de zooplancton. Le zooplancton, c'est quand même la base de la chaîne alimentaire. Vous dire à quel point il est urgent de se responsabiliser. Donc, partant de ces chiffres-là, moi, je me suis intéressée au zéro déchet. Et j'ai fait ça de façon très cash. Je suis allée dans chaque pièce et j'ai fait « Ok, quelle est la problématique de cette pièce ?» Et j'ai mis ça en place. Refuser, ça veut dire refuser, par exemple, tous les échantillons, les prospectus, les trucs comme ça. Jusqu'à preuve du contraire, votre Perrier, il n'est pas meilleur avec une paille.
refuser tous les produits à usage unique. Ça veut dire, par exemple, dans la cuisine, le sopalin. Est-ce que véritablement on a besoin de sopalin? Alors oui, je sais, c'est compostable, etc. Oui, mais il a fallu de l'énergie pour le produire. Il a fallu le blanchir avec du chlore. Il y a tout un tas d'étapes qui ont dû intervenir avant que vous puissiez vous l'utiliser. Alors qu'un coup d'éponge, ça demande pas plus, a priori. Réduire, c'est tous les produits jetables. Ça, il y en a à l'appel, ne serait-ce que dans la salle de bain. Les cotons-tiges, les tampons, tout ça. Rassurez-moi, vous connaissez tous la coupe menstruelle. Ah, attendez, je vais faire dans l'autre sens. Qui ne connaît pas la coupe menstruelle? La cup. Oh, ça me fait plaisir. Chouette. Non, parce que sinon, j'allais vous faire une démonstration en bonne et due forme. Oh. J'étais bien partie pourtant. Ok. Dans la salle de bain, je voudrais quand même faire un petit point sur ce qui est relatif à la salle de bain. Je vous parlais tout à l'heure des perturbateurs endocriniens. Les produits des grandes surfaces sont tous absolument blindés, et je pèse mes mots, de perturbateurs endocriniens. D'accord? Que ce soit des parabènes, des silicones. Il y a tout un tas de conneries dedans dont on n'a absolument pas besoin. Il y a un site que je vous conseille, mais vraiment vivement, qui s'appelle La Vérité sur les cosmétiques. Il y a possibilité de faire ce qu'on appelle une recherche INCI. INCI, c'est en fait le petit nom de la liste des ingrédients un peu. D'accord? Et au lieu d'avoir tout le mot à écrire, qui est généralement aussi long que pour l'alimentation, vous mettez juste les 3 premières lettres, et ça fonctionne sur le principe d'un smiley, vert, jaune et rouge. Vous avez une idée du produit, voilà, s'il est nocif, pas nocif, etc. Ça vous permet vraiment de savoir si le produit que vous êtes en train de vous étaler gaiement sur le visage, il est en train de vous faire du mal ou pas. Je vous encourage vraiment à le faire, et je vous garantis que sur les produits même dont on ne soucierait pas, il y en a absolument partout. C'est les shampoings, les déodorants, les dentifrices qui sont blindés de triclosan. Voilà. Enfin, il y en a absolument partout dans la salle de bain. Vous connaissez la marque l'Amazona? Ah, cool. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Amazona, c'est une marque qui est hyper chouette parce qu'ils se sont amusés non seulement à s'affranchir de tous les emballages, et en plus à proposer des versions solides des produits. Par exemple, je vous en parle parce que je suis devenue accro très récemment à leurs produits. Ils ont un déodorant qui est gros comme ça, qui ressemble à s'y méprendre à un cannelé. Et en fait, c'est un déodorant donc qui est, je crois par contre, il doit y avoir un petit peu d'huile essentielle dessus, donc faites gaffe. Mais sinon, c'est un déodorant qui suffit juste de passer un petit peu sous l'eau et d'étaler comme un déodorant classique. Voilà. C'est grand comme ça. Ouais, c'est un peu plus grand. C'est grand comme ça. Ça coûte 8 euros ou 9 euros. 12 ? Oh, c'est plus. Bon, venez à Nantes, c'est moins cher. Et c'est des produits qu'on peut utiliser. Le mien, je l'ai gardé un peu plus de 3 mois. Et j'aime autant vous dire que je m'en sers souvent, surtout quand j'ai des salles comme celle-ci. Voilà. Réduire, c'est aussi réduire... vous voyez les cotons-tiges ? Est-ce que vraiment on a besoin de coton-tiges ? C'est mauvais pour les oreilles. En fait, c'est juste le matériau principal qui va être remplacé, mais ce ne sera pas interdit à la vente. Non. Bref, amusez-vous à aller dans votre salle de bain, ouvrez vos tiroirs. Vous savez, les tiroirs où vous avez mis vos échantillons en vous disant « Non, mais ça me servira plus tard, c'est sûr, quand je partirai en week-end ou un truc comme ça », et que jamais vous vous en êtes servi, concrètement. Ouvrez vos tiroirs et regardez, posez-vous la question si vraiment vous avez besoin des choses et essayez de remplacer par des produits qui sont un peu plus durables. Réutiliser, c'est, je sais pas moi, vous avez une passoire en inox qui s'est abîmée, il y a plein de choses qui sont possibles à faire avec, j'en sais rien, une lampe, je sais pas, faites preuve de créativité, et il y a plein de marques et plein de sites internet maintenant qui vous donnent des idées
pour réutiliser tout et surtout n'importe quoi. Ça va de la palette à la fringue, à la passoire, enfin voilà, tout est possible. À chaque fois que vous vous apprêtez à jeter un truc, demandez-vous s'il n'y a pas une étape intermédiaire entre le moment où vous avez le produit dans la main et le moment où vous allez le jeter. Est-ce qu'il n'y a pas une étape intermédiaire? Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire entre-temps? Recycler et composter. Vous connaissez le prix du gaspillage alimentaire par an pour une famille de 4 personnes? À peu près 400 €. Bingo. Je sais pas vous, mais moi, avec 400 €, je préfère me faire un week-end en amoureux. Hein. Concrètement. Le gaspillage alimentaire... Oh, mais tu viendras, on te fera une petite place. Oh. Le gaspillage alimentaire, ça va du petit quignon de pain qu'on jette alors qu'on pourrait le mixer et en faire de la chapelure, par exemple, au morceau de salade défraîchie où on se dit ben non, elle est toute défraîchie, c'est pas la peine, alors qu'il suffirait parfois de la plonger un petit peu dans une eau tiède pendant un petit quart d'heure pour qu'elle retrouve toute sa vivacité. Si. Donc bref, posez-vous les questions à ce sujet-là. Je vous garantis que il y a vraiment des choses à faire. Je crois que vous avez reçu. Il y a des gens qui ont assisté à la conférence de Jérémy Pichon de la famille Zéro Déchet. Ah cool. Ok, ouais, donc vous avez déjà appris plein de trucs à ce sujet-là. Très bien, parfait. Vous connaissez la fable du colibri? Tout le monde? Non? Qui a dit non? Vous êtes que 2? C'est pour les gens qui regardent la vidéo. Ok. Alors, la fable du colibri, c'est la fable de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est un paysan et qui est aussi un philosophe engagé pour l'écologie. La fable de Pierre Rabhi, je vais vous la faire en mimant parce que j'aime bien. Alors, imaginez, vous êtes dans la forêt et il y a des flammes absolument partout. Okay, donc tous les animaux s'en vont et tout, hop, ils prennent tous leurs pattes à leur cou, et ils partent super vite et tout. Et puis il y a un petit colibri qui, lui, comme ça, hop, il est contre tous les gens et puis il va au lac à côté et avec son tout petit bec là, il prend il prend de l'eau, il arrive au-dessus des flammes comme ça, il fait hop, et il met comme ça et puis il y retourne et tout, et il fait des allées-venues comme ça incessantes et tout, et là il croise un hippopotame et l'hippopotame lui dit bah qu'est-ce que tu fais avec ton petit bec toi? J'aime bien les hippopotames. Et en vrai, je crois que c'est même pas un hippopotame, je crois que c'est un rhinocéros ou un truc comme ça, mais c'est pas grave. Ouais, ça passe bien niveau. Hein. Et donc du coup, le colibri lui dit ben je fais ma part du colibri. Donc l'idée de cette fable-là, c'est de vous dire que peu importe votre niveau de consommation, peu importe votre prise de conscience, que ce soit balbutiant ou pas, que vous soyez engagé ou non, l'important c'est de commencer là où vous êtes et de faire doucement, petit à petit, pas à pas. Le simple fait de faire un geste, le simple fait de faire un pas, c'est déjà une victoire. Et c'est pour ça que on me dit tout le temps, oui, mais ok, mais par où je commence? Moi, je vois bien que je consomme un peu n'importe comment, je vois bien que je mets un peu mes sous par les fenêtres et tout, mais par où je commence? On se pose trop de questions et c'est trop de questions qui, au final, bloquent le premier pas. Alors que parfois, ça peut être juste... Pour vous expliquer, j'en suis venue au zéro déchet. Un jour, dans ma famille, on a toujours fait le marché. C'est un truc, voilà, c'est le dimanche, que t'aies pris cher la veille ou pas, peu importe, c'est le marché. Ok, marché. Bon. Ok. Et donc, on va au marché. Et j'étais avec mon caddie et tout. Puis tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai plus de plastique dans mon caddie. Mais par contre, j'ai une montagne de papier craft. J'avais rien compris. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, ok, comment je fais pour supprimer ces papiers craft-là? Parce que finalement, les gens qui sont au marché, systématiquement, avant même de vous poser la question ou quoi que ce soit, ils vous filent un sac plastique.
Si vous arrivez, je sais qu'il y a Biocop qui fait ça, voilà, il y a des petits sacs en tissu. Si vous arrivez avec votre sac et que vous lui dites, bah non, mais moi, vous me mettez mon kilo de carottes dans le sac là, déjà, j'aime pas trop cette expression, mais tant pis. Vous plantez une graine dans l'esprit de la personne en face qui va se dire, tiens, c'est marrant, pourquoi elle fait ça? Et plus on est nombreux à le faire, et plus les gens vont se dire, ah, mais ouais, en fait, c'est complètement ridicule de consommer, du papier plastique, finalement, j'en ai pas besoin, quoi. Donc c'est important de pas se fixer des objectifs trop hauts et de commencer vraiment là où vous êtes. Je vous parlais tout à l'heure de bonheur. Ça, c'est ma slide préférée. Je vous disais que les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, d'alimentation, de consommation matérielle, etc., nous éloignent petit à petit du bonheur. Pour vous, c'est quoi être heureux ? Ah ouais. Allez, câlin gratuit pour tout le monde après, hein. Avoir du temps pour soi, ça me va très bien. Quelqu'un d'autre ? Ça me rappelle vaguement une doctrine, ça. Ok, pourquoi pas. Ça me va bien aussi. Se satisfaire de ce qu'on a ? Ouais. Ok. Ça me rappelle une chanson dans un dessin animé, non ? Oui. La simplicité, conjuguer avec la simplicité, ça me va bien aussi. Être en bonne santé, ça me semble capital. Je pense qu'on a tous une définition différente du bonheur. Moi, ma définition à moi, c'est aimer et être aimé et me rendre utile. Moi, c'est les choses qui m'animent, moi. Après, posez-vous la question, quand vous aurez arrêté d'aller au supermarché et que vous aurez plus de temps, vous pourrez vous poser des questions comme ça. Et posez-vous la question de, voilà, qu'est-ce que c'est pour vous être heureux et comment vous y accédez. Avant, je râlais énormément. Vraiment énormément. Je râlais contre... J'avais l'impression d'être la seule à constater qu'on marchait sur la tête. J'avais l'impression de... Mais vous savez, tout seul devant sa télé, comme ça, en train de râler, en disant « qu'est-ce qu'ils sont cons !» Grosse ouverture d'esprit. Hein. Je râlais pour ça, je râlais à chaque fois que je regardais la télé, encore la télé, parce que toutes les informations qui sont diffusées de matin jusqu'au soir sont des choses qui sont hyper anxiogènes. Ça veut dire que dès le matin, qu'on écoute la radio ou la télé ou quoi que ce soit, on a déjà des informations négatives qui nous arrivent en pleine figure au saut du lit. Et je râlais aussi contre les publicités à la télé qui nous prennent ouvertement pour des endives. Voilà. Et encore, c'est gentil. Non, mais j'ai déjà dit trop de gros mots, là. Donc, je peux plus en dire maintenant. Et en fait, je râlais, jusqu'au jour où j'ai réalisé, en fait, que je pouvais pas râler comme ça en permanence sans jamais remettre en question mon propre mode de fonctionnement. C'est pas possible. On peut pas systématiquement accuser les autres. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, voilà, petit à petit, je me suis lancée dans la consommation. Et petit à petit, je me suis posé des bonnes questions. Je me suis dit, ok, bon, je fais plus attention à ce que je mange. J'essaie de... Parce que la problématique, c'est que quand vous vous lancez dans une démarche comme ça, on a toujours tendance à vouloir convaincre. La preuve en est, moi, devant vous. Voilà, salut. On a toujours tendance à vouloir convaincre. Le problème, c'est que quand on fait ça, d'abord, généralement, on fait ça de façon toujours un peu triviale. Et la bonne démarche, je crois, après, avec un peu de recul maintenant, c'est vraiment d'incarner ses convictions et de faire en sorte d'être, entre gros guillemets, un modèle pour l'autre, en fait. Plus vous incarnez vos convictions, plus vous êtes cohérent avec ce que vous avancez, et plus vous êtes un modèle pour la personne à côté qui dit « Hey, t'as changé un truc, toi !» Oh, c'est cool comment t'es maintenant. Tadam. Du coup, ils se disent même, tant si toi t'as réussi, il n'y a aucune raison pour que moi j'y arrive pas. Ça, c'est la meilleure façon de convaincre.
Je me suis posé les bonnes questions, parce que là, on est bien d'accord que voilà, on a vu l'alimentation, on a vu comment on fait pour désencombrer sa maison. Enfin, dans les grandes lignes, je vous ai parlé de moi, de ce qui m'intéressait. Reste la question du comment je vis mieux. On se pose les questions de OK, donc qu'est-ce que c'est le bonheur et qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter au monde, qu'est-ce que moi j'ai à l'intérieur de moi qui demande à être partagé avec les autres. Et ça, c'est des questions qui sont fondamentales et qui allaient dans mon top 2 des critères de comment je fais pour être heureuse, comment je fais pour être utile. Posez-vous des questions. Et je me suis aperçue aussi que on co-créait sa vie. C'est-à-dire que quand je mets en place des... Attendez, comment je vous dire ça? Parce que là, je suis en impro total. Hein. J'avais absolument pas prévu de vous dire ça. Mais je sais pas, j'ai vu le smiley, je me suis dit, ils sont sympas, on va partager. Le livre, je l'ai sorti il y a à peu près 6 mois. D'accord? J'ai hyper envie de partager avec vous, avec les gens de manière générale, ce que j'ai fait, et j'ai hyper envie de donner envie. Ok ? Et je me disais, mais comment c'est possible ? Comment je peux réussir à parler de tout ça, etc. J'ai écrit le bouquin, et derrière, j'ai des gens comme Camille qui viennent me voir pour m'inviter en me disant, tiens, viens à la maison éco-citoyenne, etc. Et plus on est juste dans sa mission, plus on est cohérent avec ce qui nous anime véritablement, et plus les choses se mettent en place. C'est-à-dire que plus vous allez être cohérent dans votre démarche, et plus vous allez attirer à vous des gens qui, eux aussi, sont peut-être investis dans cette démarche-là, et qui sont positifs, qui sont bienveillants, qui sont dans l'action aussi. Et ce qui fait que c'est un peu comme ça fait un peu un effet rebond, un effet boule de neige en fait. Et plus on est nombreux comme ça à le faire, et plus derrière, on écrase les supermarchés. Voilà, on a des actions qui sont beaucoup plus impactantes. Je vous disais tout à l'heure que c'était important de commencer là où on était. Il faut être bienveillant avec les autres, évidemment, mais envers soi-même aussi. Parce que quand on se lance dans cette démarche-là, on a tout de suite envie de tout changer. On arrive dans la maison, on fait « Ok, c'est bon, alors moi, le zéro déchet, j'ai compris, les cotons-tiges, salut, le sopalin, salut, machin. » Et généralement, le conjoint à côté ou la famille, ils nous regardent comme ça, l'air hébété. Ils disent « Ok, que se passe-t-il ?» La problématique, c'est que si... D'abord, si vous faites tout d'un coup, vous allez arriver à un moment, à un stade de frustration où vous n'aurez plus rien à faire et vous direz « Ok, là, j'ai envie de continuer, mais j'ai l'impression que voilà, j'ai plus d'idées. » Et la deuxième chose, c'est que vous allez aller au conflit avec les gens qui vous entourent. Et ça, c'est problématique. J'ai fêté mes 30 ans en septembre dernier. Mes potes se sont tous pointés, je ne vous mens pas, avec une bouteille d'1 litre de Coca-Cola. Les salauds. C'était le dernier gros mot. Bon, sont toujours mes potes. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous engagez dans une démarche comme ça, c'est pas parce que vous avez des potes qui débarquent le samedi soir avec un paquet de chips qu'il faut voir ça comme un déchet tout de suite. Et dire « Ah, ils sont venus avec un paquet de chips, il y a un nouveau déchet chez moi. » Non, faut... Voilà. Que vous soyez dans une démarche et tout, c'est bien, mais voilà, faites preuve aussi un peu de flexibilité, surtout si vous avez des enfants, etc. Intégrez-les dans la démarche. Plus on fait ça, mais même faites ça avec vos collègues au bureau. Je sais pas, amenez vos mugs, enfin essayez d'amener les gens petit à petit à faire des petites choses, mais que eux seront aussi en mesure de répliquer, non, dupliquer, c'est mieux. Voilà. Tout ça pour vous dire que la consommation, c'est hyper agréable parce que, 1, on a la sensation d'être utile. 2, on se fait plaisir parce qu'on mange des trucs qui sont hyper bons, concrètement, qui ont véritablement du goût, qui respectent les saisons, qui sont utiles et à l'environnement et à la santé, etc. Qu'on retrouve sa santé par la force des choses. Et que les sous que vous dépensez sont des sous qui sont utilisés à bon escient. Et ça, c'est chouette. Enfin, et pour finir, ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que moi, je suis naturopathe. Et que mon truc, c'est la santé par l'assiette.
Et donc, quand je vous parle d'alimentation et que je vous dis qu'on est tous malades et qu'on mange tous n'importe comment, etc., c'est parce que j'ai plein de gens dans mon cabinet qui viennent me voir systématiquement et qui répondent à la question « Comment allez-vous ?»« Je suis crevée, j'en peux plus. » Voilà. Et tout ça, c'est l'alimentation. Juste comme ça, pour le fun, d'après vous, une alimentation... Après, j'arrête. D'après vous, une alimentation équilibrée, ça se compose de quoi ? Il y a 4 choses, je vous aide. Qu'est-ce que je mets dans une assiette pour avoir un repas sain ? Je vous écoute. Alors, on a légumes. Alors, légumes, je vous aide. Légumes comment ? Ok, donc légumes crus. Féculents. Non. Protéines. J'ai entendu féculents tout à l'heure et céréales et féculents. En fait, c'est amidon en tout, donc c'est la même chose. Oui, mais ça, c'est un peu oublié. Enfin, ça va pas dedans. Non. Donc, on répète. On a légumes crus. Je suis étonnée que tu dises pas gigot. Hein. Ah, tu l'as dit ? Autant pour moi. Donc, on récapitule. Protéines. Légumes crus, amidon. Par amidon, j'entends céréales, féculents. Et il en manque un dernier. Ah, je l'ai entendu. Légumes cuits. Et voilà. Et c'est tout. Donc quand vous faites... Non mais attendez, je vous explique après. Et après, j'arrête parce que je vais me faire gronder. Donc quand vous préparez un repas, vous imaginez votre assiette comme ça, vous la coupez en 4. Vous avez d'un côté les protéines, où vous mettez la viande, le poisson, les légumineuses, le soja, les œufs, ce que vous voulez. Ensuite, vous mettez... On pourra en parler après si tu veux. Ensuite, vous mettez les crudités que vous mangez avec une huile végétale bio de préférence, parce que, je réitère, la Puget, il n'y a pas grand-chose dedans. Voilà. Amidon, donc c'est céréales ou féculents. Et enfin, les légumes cuits, bio, de saison, tout ça, vous avez compris, quoi. Voilà. Les fruits, c'est en dehors des repas. Si vous mélangez les fruits avec votre assiette, après, vous avez un ventre comme ça et des gaz tout l'après-midi. Je vous fais pas de démonstration. Hein. Voilà. Là, vous avez mon mail si vous voulez me raconter des trucs. Moi, je suis hyper ouverte. J'ai un site aussi sur lequel il se passe pas grand-chose en ce moment parce qu'il y a que 24 heures dans une journée et je travaille un peu beaucoup en ce moment. Mais si vous entendez parler d'initiatives, de trucs comme ça et tout, je vous en supplie, dites-le moi. Moi, je suis hyper friande de tout ça et j'apprends en permanence et c'est souvent et surtout grâce à vous. Donc, n'hésitez pas à me transférer tout ça. Voilà. Et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux si vous voulez et tout. Et voilà. Si vous voulez faire des débats ou quoi que ce soit, allez-y. Je suis hyper friande de tout ça. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venu. Vous êtes toujours très impressionnant. Je crois que j'ai pas dérougi, mais c'est pas grave. Et voilà. Et je vous souhaite. Ombline, on a le temps. Hein, on n'est pas speed et on peut poser des questions. Oui, mais j'allais y venir. D'accord, parce que là, on a l'impression que tu conclus et qu'après, c'est fini, mais on a le temps. Tout va bien. Bon, alors attendez. Est-ce que vous avez des questions ? Non, mais arrêtez, est-ce que... Oui ? Attends. Je prends le micro. Ouais. Ah. Hop là. Pourquoi tu n'as pas mis le repair dans les 5 R ? Réparation ? Je l'ai pas mis. Non. Je l'ai mis quoi ? Oui, je l'ai inclus dans reuse. Ouais, alors, là, j'ai moi, repris reuse, c'est réemploi pour un autre emploi d'origine, qu'un autre emploi d'origine. Honnêtement, j'ai repris l'adage tel quel de Bea Johnson. Après, je l'explique vraiment en détail dans le livre, mais j'ai repris le truc tel quel. J'ai pas voulu le dénaturer ni quoi que ce soit. Mais il y est, c'est bien évident. Il y est clairement. Bon, ça. Merci pour tout, déjà, c'était cool. Moi, je me retrouve bien emmerdée sur tous les échantillons, justement. Ouais. Qui sont toujours dans ma salle de bain.
que j'ai remplacés, mais qui sont toujours dans ma salle de bain. Et je sais pas quoi en faire. Parce que je veux pas les utiliser parce qu'ils sont pourraves, mais j'ai pas non plus envie de les jeter parce que c'est créer du déchet pour rien. Et oui, il y a un cas de conscience. On pose la question à chaque fois. C'est une question de priorité et il y a des gens qui en ont véritablement besoin. Il y a des gens, enfin voilà, si tu vas dans une association ou quoi, ou des gens qui aident les SDF ou quoi que ce soit, c'est des choses dont ils ont besoin. Et là, on s'en fout de savoir, tu vois, si c'est bien, pas bien, machin. Là, il y a un vrai besoin. Donc, moi, je comprends, et on pose la question à chaque conférence, et à chaque conférence, je suis là, je sais pas, j'en sais rien. Moi, c'est ce que je ferais. Okay. Mais je suis d'accord qu'effectivement, ça pose question, c'est évident. C'est évident. D'autres questions ? Mais sinon, je peux passer mon micro aussi. Hein. Oui, du coup, merci aussi. C'était cool. C'est peut-être juste une remarque dans la consommation. Donc, j'essaye d'appliquer ça petit à petit. C'est pas évident. Mais il y a autre chose que je mettrais dans la consommation. C'est peut-être une déformation professionnelle, mais du coup, j'essaie aussi de voir vraiment d'où vient ce que j'achète et qui l'a produit, par exemple. On n'a pas parlé du Made in China, des usines de textile, par exemple, ou de ce genre de choses. Non, mais voilà, juste parce que ça n'a pas été évoqué, on a surtout parlé d'alimentation et de bien-être personnel. Mais je suis entièrement d'accord, ouais. Et c'est des thématiques que j'aborde dans le bouquin. Cool. Je peux pas arriver et vous projeter le bouquin et faire alors page 30, vous allez trouver un truc sur le textile. Mais il est bien évidemment qu'à partir du moment où se pose la question de l'origine, se pose aussi la question de qui l'a produit, dans quelles conditions, etc. Justement, il est question de labels, les labels, quel label est plus intéressant que d'autres, etc. C'est évident que c'est des questions, à se poser, surtout à l'heure actuelle. Non, c'est très clair, très très clair. Ah, bah, allez-y. En fait, si déjà on a la conscience de tout ça, et puis on commence à faire ses courses dans des endroits comme dans les circuits courts et tout ça, on sait très bien que les produits ne viennent pas d'ailleurs. Donc, ah oui, la oui, question c'est ne certain. se pose même pas. En fait. Oui, non, mais c'est certain, c'est certain. C'est ça qui est chouette, avec les circuits courts. Mais après, elle parle de textile. Et donc du coup, les textiles, même, déjà les marques bio, il y en a très peu. Il y en a pas beaucoup, oui. Il y en a de plus en plus, mais bon, voilà. Je pense que, je sais pas si vous avez remarqué, mais autour de nous, il y a quand même une exposition relative au textile. Ouais. Comment sont conçus les vêtements, par qui, etc. Sur les murs, là, vous avez ici, là-bas, tout autour de vous, en fait, vous êtes entouré de marques de slow fashion, en fait. De marques qui sont... Pardon ? Ok. Donc vous pouvez les jeter un œil. Après. Il y en a partout. Je vois Ekiok qu'on connaît, mais il y a des marques. Il y a comment ça s'appelle déjà ? C'est 1803 ? 1083. Ouais, j'ai jamais été très douée avec les chiffres. Mais ouais, non, jetez un œil après parce que l'expo est vraiment vraiment chouette. Quelqu'un a d'autres questions ? Une autre question ? Oui ? Je me demandais en fait, parce que du coup vous disiez que les Français, fallait leur mettre le nez dans la merde, et à côté de ça, dire que encourager les gens à faire déjà les petites choses, c'était bien, mais au final, c'est pas suffisant. Il va falloir aller boire une bière après. Je préfère quelqu'un qui fait des petites choses que quelqu'un qui fait rien et qui râle. Et que quelqu'un qui fait une petite chose, c'est quelqu'un qui s'est posé une question. À partir du moment où tu t'es posé une question une fois, tu vas te poser la foule de questions qui vient derrière. Mais il y a la question du temps. Là, la question du temps, c'est la question de la priorité. Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères faire comme tout le monde et dépenser tes sous et mal te nourrir tu vois, ne pas être impliqué, ou est-ce que tu préfères te poser des bonnes questions et du coup t'engager, etc. C'est une question de priorité. T'as pas l'air convaincu. Vas-y, dis-moi. En fait, c'était pas vraiment ça. Enfin, Vas-y, dis-moi.
Bah, je me suis embrouillée là du coup, mais non, mais c'est juste qu'on n'a pas le temps de prendre conscience en y allant petit à petit au final. On n'a pas le temps vis-à-vis de la planète, tu veux Vis-à-vis dire de la planète. Ouais. Ah, mais là tu prêches une convertie. Mais je peux pas avoir ce genre de discours comme ça devant tout le monde, c'est pas possible. Tu te rends compte si j'arrivais dans une salle comme ça en disant vous êtes tous des nazes, on n'a pas le temps, il faut absolument faire quelque chose. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je pense que ce serait compliqué. Mais je vois exactement ce que tu veux dire et effectivement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du documentaire Trashed. Voilà, quand tu vois ce genre de documentaire, tu te dis qu'effectivement ça urge et qu'il est vraiment grand temps que chacun se responsabilise. Ça, c'est évident. Mais tu peux pas arriver. Moi, je peux pas. Enfin, je veux dire, moi, je suis rien ni personne. Je suis une consommatrice comme vous et qui s'est posé des questions à un moment donné. Et c'est pour ça que je viens ici les partager. Mais j'ai pas plus de légitimité que qui que ce soit à venir vous parler là comme ça. À plusieurs ? Ah, mais moi, je suis hyper ouverte. Hein, donc viens qui veut. Hein, aucun problème. Moi, je suis hyper d'accord avec ça. Hein, aucun problème. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que personnellement, toute l'énergie et l'investissement que vous avez dans ce projet, dans l'apparition de vos livres, dans l'électricité par exemple consommée pour les diapos, etc., est-ce que vous pensez que cette énergie est aujourd'hui rentable vis-à-vis de toutes les graines que vous avez pu planter chez les gens, tous les projets, toutes les actions qui sont petit à petit mises en place? Est-ce que ça vous semble rentable à ce niveau-là? Je me fous de la rentabilité en fait. Non mais je vais t'expliquer pourquoi et tu peux me tutoyer. Hein. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, ce qui me rend heureux, c'est d'être utile. À partir du moment où rentable d'un point de vue écologique, pas financier. Ah, mais moi je parlais pas de finances. C'est juste. Moi, j'ai juste énormément de plaisir à venir ici et à partager des choses et de voir que les gens soient réceptifs comme ça et disent ah bah ok, moi je connais telle initiative, ah bah moi je connais telle et puis moi je connais telle, etc. Et de voir que ça crée du lien. Moi ça me suffit. Le reste. Ah, d'empreinte carbone. Non, mais faites bien. Honnêtement, je suis pas spécialiste en bilan carbone. J'essaie juste d'être j'essaie juste d'être la plus cohérente possible, de laisser rien au hasard. Mais après, je m'amuse pas à calculer. On l'a fait quand on est parti. Je peux en parler parce que c'était avec lui que je suis partie. Et que pendant qu'on est parti, pendant 1 an, on a calculé le bilan carbone de l'intégralité de notre voyage, de ce qu'on a mangé, du transport, des gens chez qui on est allé. On a fait un travail monstrueux, lui surtout parce que c'est son métier. Et voilà. Et donc, voilà. Mais moi, dans mon quotidien comme ça, c'est pas des choses que je fais. Moi, j'essaie juste d'être le plus cohérent possible. Voilà. Du coup, si cette semaine, chacun pouvait éviter de manger de la viande rouge, par exemple, je pense que ça pourrait rembourser le trajet dans Moline et ses dépenses énergétiques. Voilà qui est bien dit. Quelqu'un d'autre a une question ? Oui. Oui. Moi, je voulais savoir, parce que ici, tout le monde est presque converti, vous prêchez des convertis, et vous avez dit que c'est énervant de parler à des gens qui râlent devant leur télé. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait contre les gens qui râlent pas ? Ceux qui ne s'en rendent pas compte. Ceux avec qui on leur dit « Et ça te choque pas ?» Ils disent « Bah non, pourquoi ?» Ah. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est en fait assez simple. Je sais pas si je peux balancer ça comme ça. Ok. On est entre nous. Ok. J'ai la chance d'avoir dans mon entourage des gens qui font de la psycho, de la PNL, des choses comme ça. Et moi qui passais mon temps à râler, on m'a un jour expliqué un truc. Après, voilà, vous adhérez pas. Moi, c'est juste quelque chose qui me parle beaucoup. On m'a expliqué que la vie, c'était un genre de spirale comme ça, montant. Ok ? Peu importe, enfin,
en fonction de ton niveau d'éducation, peu importe, machin, tu arrives à un niveau de cette spirale-là. Ok ? Au fur et à mesure de ton chemin à toi, de quand tu vas, tu vois, en grandissant, en avançant dans la vie, etc., tu vas évoluer. D'accord ? Et si toi, par exemple, dans ton niveau de conscience, tu es à cet endroit-là, et tu veux parler à la personne qui a pas du tout de prise de conscience et quoi que ce soit, et qui râle devant sa télé, ou qui râle pas devant sa télé, etc., tu peux pas communiquer avec lui directement. Parce que c'est pas encore le bon moment pour lui. Ça fait combien de temps que tu es engagé ? Enfin, que tu t'intéresses à tout ça ? Voilà. Ok. Ok. Non, mais si t'es venu là, c'est que quelque part, ça t'intéressait quand même. Oui, oui. Alors on peut l'applaudir. Oh. Très bien. Là où je veux en venir, c'est que chacun son chemin. Tu peux pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie de le faire. C'est juste ça. Si toi on t'avait dit il y a 5 ans, vas-y, viens, on va voir la conférence du Nana sur la consommation, t'aurais dit, mais vas-y, viens, laisse tomber, c'est pas la peine. J'en ai rien à foutre, moi. Les choses viennent quand il est temps qu'elles viennent. Tu vois ce que je veux dire ? Ça sert à rien de forcer les gens. Et c'est pour ça que ça sert à rien de perdre du temps à essayer de convaincre les gens à tout bout de champ. C'est hyper chronophage, c'est hyper énergivore, et au final, ça mène à rien. Au pire, on passe juste pour un relou. C'est tout. Les gens, ils viendront et pour les gens qu'on aime. Par exemple, si je discute de ces choses-là avec mes grands-parents, ça va être compliqué. Bah, et oui eux, et non. Dans leur spirale, ils sont quand même. Oui et non. Oui et non parce que. Oui et non, parce que généralement, quand tu parles de bio avec les grands-parents, ils nous regardent comme ça en disant tu rigoles, enfin, moi j'ai toujours consommé comme ça, et à l'époque, on n'était pas obligé de foutre un label dessus pour dire que c'était bon, quoi. Donc, c'est. Pardon ? Ça dépend, les mais bien sûr. Bien sûr. Et puis, c'est les grands-parents, c'est les oncles et tantes ou quoi que ce soit. Enfin, c'est hyper compliqué d'en parler. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas poser de jugement. Et rester hyper bienveillant. Enfin, tu vois, rappelle-toi comment toi t'as commencé. C'est juste ça. Est-ce que t'aurais apprécié à un moment ou un autre qu'on me dise, t'as vu, toi tu consommes pas comme ça, etc. Il faut y aller doucement. Il faut vraiment y aller doucement. Oui. Bonjour. Bonsoir. Merci Bonjour. beaucoup encore une fois. Moi, ce que je voudrais vraiment, enfin, c'est pas vraiment une question que je voudrais poser, mais ce que vous dites, en fait, ça me fait beaucoup penser au boycott. Et du coup, il y a e-boycott. Donc, je vous invite à aller sur Internet ou sur Facebook. Ça s'appelle e-boycott. Et elle a lancé la soirée de lancement de l'antenne de Bordeaux jeudi prochain au Bureau des Possibles. C'est un petit espace de coworking tout fait bio et artisanal. Je vous conseille d'y aller, c'est à Saint-Michel. Donc voilà, ça rejoint vraiment tout ce qu'on a dit aujourd'hui, enfin tout ce que vous avez dit. Donc du coup, je transmets. Oui, il y a un événement Facebook sur la soirée de lancement justement de l'antenne de Bordeaux, d'e-boycott. Merci. Cool, merci. Quelqu'un d'autre ? Des questions ? Non ? Si. Ah, si. Je dérive un tout petit peu, mais quand même, on reste dans la consommation. Allons-y. C'est samedi, c'est la journée sans viande à la place Saint-Projet. N'hésitez pas à venir, parce que si, dans la consommation, on choisit ce qu'on consomme et ce que ça a comme conséquence. Et sans parler d'éthique, la viande rouge dont on parlait tout à l'heure a d'énormes conséquences écologiques. Très donc clairement. voilà, vous pouvez venir sur place, il y aura plein de bonnes bouffes à goûter. Ça parle à tout le monde, ça, je pense. Donc voilà, il fera beau. Merci. Je pense, ouais. Avec ou sans emballage ? T'as pas demandé ? Sans. Ah bon. Vous avez d'autres questions ? Non ? Ah si. Oui, juste une petite remarque par rapport à ce que vous parliez tout à l'heure des circuits courts. Le circuit court ne nous épargne pas les pesticides, sauf si on prend le label bio. Il y a des magasins, notamment autour de Bordeaux, qui localisent des producteurs locaux pour pouvoir faire un marché plus rapide, effectivement, de produits locaux. Mais ça nous épargne pas tout ce qui est pesticides. Il n'y a pas marqué sans pesticides.
Bien sûr, d'où l'intérêt de se renseigner sur les origines. Ce qui est intéressant avec les produits courts, c'est qu'on a la parole et qu'il est possible d'aller voir la personne en disant « Ok, alors concrètement, comment ça pousse chez vous? Comment ça se passe? En termes de traitement, qu'est-ce qu'il y a ?» Tout est normal. Tout est sous contrôle. Ok. Je me suis dit « Ok, on me fait une petite vanne de fin de soirée. Ok. » Mais oui, non, c'est ça qui est intéressant avec les circuits courts, c'est que vu qu'il n'y a plus d'intermédiaires, on est en mesure de poser les bonnes questions, et surtout celles qui fâchent. Et que vu que les gens sont en face de nous, il n'y a pas possibilité de passer à côté. Je suis à la fac, et à la fac, ils proposent des paniers de fruits et légumes. D'accord. Donc j'ai envoyé un message pour savoir si c'était bio et local. Donc ils m'ont bien répondu que c'était local, enfin que c'était plus ou moins local. Okay. Mais alors bio, non, parce que vous comprenez bien, les étudiants, ils n'ont pas de thunes, donc on va pas en plus rajouter du bio, ça va être trop cher. Et là, j'ai répondu, ouais, mais non, c'est pas possible, quoi. L'un va pas sans l'autre. Et puis non, c'était hors de question. Eh ben, la meilleure solution, c'est de s'intéresser dans ta promo à savoir qui pense comme toi et faire remonter l'info. Mais le truc, c'est que les consommateurs sont pas spécialement au courant parce que c'est pas écrit dessus que c'est pas bio ou bio. Enfin, vu que c'est un petit dessin avec des jolis légumes, les gens pensent c'est des beaux légumes, ça va être bien et tout. Oui, et puis c'est des petits producteurs, des producteurs du coin, donc on se dit tout de suite c'est bio quoi. Mais non. Mais ça c'est ça c'est problématique. Mais le plus facile, c'est de demander autour de toi qui pense pareil et de faire remonter l'info pour éventuellement faire changer les choses, quoi. Voilà. Bon, eh bien, merci de tout cœur. Ombline, elle n'ose pas le dire, mais il y a des livres qui sont en vente, donc si vous voulez l'acheter, elle est là et vous le faire dédicacer tant qu'à faire, parce que c'est toujours bien d'avoir l'auteur sur place. Donc n'hésitez pas, elle en a apporté plein. Il vaut 6,90 € et ce ne sera jamais un déchet puisque quand vous l'aurez lu, vous pourrez le passer à quelqu'un d'autre. Voilà.